Le shifting, vous connaissez? Si vous ne connaissez pas encore, alors dans cette vidéo, je vous dis tout à propos du shifting. Quel est son historique? Comment cela fonctionne? À quoi ça sert? Et surtout, comment pratiquer de façon puissante et confortable, sécurisante. Pour tout vous dire, il y a quelques jours encore, je n'avais jamais entendu parler du terme de shifting jusqu'au jour où je suis tombé sur un article en parcourant Internet qui parlait du shifting. J'ai lu quelques lignes et tout de suite cela a attiré mon attention car cela décrivait des techniques, des protocoles, des approches que j'utilise depuis plus de 20 ans en tant qu'hypnothérapeute et que j'enseigne dans ma formation d'hypnothérapeute. Donc tout naturellement, ma curiosité a été comme titillée et je suis parti à la recherche d'informations. Et en allant à la recherche de ces informations, j'ai découvert que le shifting existe depuis 2010, preuve de mon ignorance, et que ce sont d'abord des adolescentes et des adolescents aux États-Unis qui ont commencé à pratiquer le shifting. Le shifting a connu quelque part son heure de gloire au moment de la pandémie de Covid et du confinement. Car bien évidemment, adolescentes, adolescents et adultes que nous étions, eh bien, nous étions face à ce défi du confinement. L'obligation de rester chez soi, avec la perte des liens sociaux, avec l'aspect anxiogène de toute cette situation. Donc on pouvait vivre cette expérience, ce moment de vie, d'une manière extrêmement contraignante. Et donc de nombreux adolescentes et adolescents ont utilisé le shifting pour comme fuir cette réalité et aller dans des espaces de bien-être, de ressourcement, de sécurité, de calme, de manière à pouvoir comme s'extraire de l'environnement anxiogène, pénible qu'était le confinement du fait de la période de Covid. Et depuis, eh bien, cette technique du shifting a continué à se développer et aujourd'hui, on trouve de très très nombreuses vidéos sur TikTok, destinées bien évidemment plutôt aux adolescentes et adolescents, de manière à pouvoir apprendre à pratiquer le shifting. Le shifting repose sur l'utilisation d'un phénomène qu'on connaît parfaitement bien en hypnose et en hypnose thérapeutique tout particulièrement. C'est ce qu'on appelle l'état de conscience modifié. Et donc l'état de conscience modifié est utilisé depuis toujours, depuis la nuit des temps, on pourrait même dire depuis que l'humanité existe, l'humanité utilise l'état de conscience modifié pour favoriser des changements, du bien-être et même des rituels de guérison dans le corps. Dans les traditions, dans les rituels de guérison des traditions, on va généralement utiliser le terme de transe. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que quelle que soit la région de la Terre, Asie, Afrique, Europe, Amérique, toutes les grandes traditions utilisent l'état de transe pour favoriser un phénomène de régénération, voire de guérison du corps. Naturellement, le terme de transe peut faire un peu peur, c'est la raison pour laquelle, médicalement, on appelle cela un état de conscience modifié. En hypnose, on appelle souvent cela un état hypnotique. Ce sont des synonymes, état de conscience modifié, transe, état hypnotique. Ces trois termes décrivent la même réalité, c'est une altération de l'état de conscience. Ce qui indique bien que nous restons conscients, et tout en restant pleinement conscients, eh bien, ça permet de stimuler ou de comme ouvrir, d'éveiller des ressources particulières dans notre cerveau. Donc le shifting utilise l'état de conscience modifié. Je n'ai pas cité il y a quelques instants la méditation, et la méditation va également favoriser, produire un état de conscience modifié dans le corps et surtout dans notre système nerveux, et le siège de notre système nerveux, qu'est le cerveau. Donc, méditation, hypnose, auto-hypnose, rituels de guérison, des traditions qu'on peut rencontrer à travers toutes les civilisations du monde, toutes ces techniques utilisent l'état de conscience modifié. Pour la petite anecdote, on a retrouvé sur le papyrus Ebers, qui est un papyrus datant de l'Égypte ancienne, donc quelques milliers d'années avant Jésus-Christ. Ce papyrus est considéré comme un des premiers manuels que la médecine a rédigé, un des premiers manuels que l'humanité a rédigé à propos des soins, et dans ce papyrus, on retrouve des protocoles d'hypnose qui utilisent l'état de conscience modifié ou l'état de transe, et qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc, tout cela n'a absolument rien de nouveau.
S'il faut changer le terme et l'appeler shifting pour que les jeunes puissent l'utiliser, moi, j'en suis enthousiaste. Car le plus important, c'est pas l'étiquette ou le terme qu'on met sur une technique. Le plus important, c'est que l'on puisse accéder, utiliser, bénéficier des bienfaits qui sont associés à cet état de conscience modifié. Donc, historiquement, le shifting utilise quelque chose que l'humanité utilise depuis la nuit des temps. Comment ça fonctionne? Eh bien, le shifting, comme je viens de le décrire, repose sur un état de conscience modifié. Et lorsque notre cerveau est dans l'état de conscience modifié, eh bien, notre cerveau analyse moins les informations que nous recevons, ou notre cerveau peut comme entrer beaucoup plus facilement dans un processus d'imaginaire. Donc, ce que nous imaginons dans notre esprit, de façon tout à fait volontaire et consciente, ce que nous imaginons dans notre esprit, eh bien, notre cerveau a tendance à le réaliser comme si c'était la réalité. Pour l'anecdote, le phénomène du placebo, qu'on connaît bien dans le milieu de la médecine, le placebo repose sur le fait de croire aux effets bénéfiques d'un médicament. Et on sait aujourd'hui, au niveau des études médicales et des études en double aveugle, que l'efficacité d'un médicament repose aussi, pas uniquement, bien évidemment il y a la chimie, et repose aussi sur la croyance, sur la représentation que le patient se fait des effets bénéfiques du médicament sur son corps et sur les symptômes dont il peut souffrir. Donc on sait depuis très longtemps que ce que notre cerveau imagine est extrêmement important, et c'est d'autant plus important lorsqu'on est dans l'état de conscience modifié. Et donc quand on est dans l'état de conscience modifié, ce qu'on imagine a tendance naturellement à se créer comme si notre cerveau le vivait dans la réalité. Ce qui est beaucoup moins présent, beaucoup moins réel en état de conscience normal. En état de conscience normal, on a souvent notre raison qui évalue, qui remet en question, qui juge ou qui rejette, ou voilà, on a ce raisonnement en se disant « ouais, mais de toute façon, c'est que le fruit de mon imaginaire » ou que de toute façon, ça peut pas fonctionner. Donc on a comme ça cette tendance, quand on est dans un état de conscience normal, à beaucoup analyser et évaluer et souvent à remettre en question ce que l'on peut recevoir comme suggestion, comme message. Alors que lorsque l'on est dans l'état de conscience modifié, lorsque ces messages correspondent à quelque chose qui est juste et respectueux pour nous, on va tout naturellement avoir tendance à le créer. Le meilleur exemple, c'est le cinéma. Le cinéma est probablement le plus grand hypnotiseur de tous les temps, comme je l'appelle. Lorsqu'on va au cinéma, il y a une part de notre raison qui sait bien que ce n'est qu'un film, ce sont des effets spéciaux, et en même temps qu'il y a une part de notre raison qui sait que ce n'est qu'un film avec des effets spéciaux et que ce n'est qu'une histoire, même si c'est une biographie ou un film basé sur une histoire vraie, il y a une part de notre raison qui sait que ce que l'on voit à l'image, les dialogues que l'on entend, ce ne sont que des acteurs qui jouent. Et en même temps qu'on le sait raisonnablement, eh bien, vous avez probablement pu observer que quand on est au cinéma, on vit des émotions, comme si on était dans le film. Notre cerveau ne fait plus la distinction entre le réel et l'imaginaire. Je suis comme hypnotisé par le film, et en étant hypnotisé par le film, en entrant dans un état de conscience modifié en regardant le film, eh bien, ma raison, ma conscience peut comme oublier d'évaluer, oublier de juger, oublier de se souvenir que ce n'est qu'un film avec des acteurs, oublier de se dire que ce ne sont que des effets spéciaux, et complètement entrer dans l'expérience. Et en entrant dans l'expérience, eh bien, tout naturellement, on va commencer à ressentir des émotions comme si c'était la réalité, ou même ressentir des sensations. J'imagine que ça vous est déjà arrivé, en allant voir un film au cinéma ou même à la télévision, de ressentir de la peur quand il y a une tension dans le film, ou de ressentir de la tristesse quand il y a un moment particulièrement triste dans le film, ou de ressentir une sorte de tension comme ça, d'inquiétude, parce qu'il va se passer quelque chose dans le film, alors que raisonnablement, vous le savez bien, ce n'est qu'un film. Et en même temps, votre cerveau peut comme oublier de se souvenir que ce n'est qu'un film. Et donc le shifting utilise cette capacité naturelle de notre cerveau, lorsqu'il est dans l'état de conscience modifié, pour créer, comme rendre réel ce qui n'est qu'imaginaire.
Donc ça, c'est le principe fondateur. En hypnose, le terme que l'on a utilisé pour décrire cette technique, c'est ce qu'on appelle la safe place ou le lieu ressource. C'est d'imaginer un lieu réel ou un lieu complètement inventé. Ça n'a pas besoin d'être un lieu qu'on a visité réellement, ça peut être un lieu qu'on a complètement créé, inventé dans notre esprit. Et on va imaginer ce lieu, et avec le lieu ressource et l'état de conscience modifié, eh bien, on va comme quitter notre présent, on va comme quitter notre corps pour aller dans ce lieu ressource, aller dans cette safe place. Et lorsqu'on s'imagine complètement être dans ce lieu ressource, être dans cette safe place, eh bien, on commence à ressentir les sensations agréables, bienfaisantes, sécurisantes, relaxantes, associées à ce lieu ressource. C'est la technique privilégiée utilisée dans le milieu médical pour faire de la gestion de la douleur ou l'anesthésie. La majorité des séances d'anesthésie avec l'hypnose ou des séances de gestion de la douleur avec l'hypnose reposent sur l'utilisation de ce lieu ressource ou de cette safe place. Et en shifting, on fait exactement la même chose. On utilise un lieu imaginaire de manière à pouvoir comme s'extraire de cette réalité et pouvoir aller trouver dans ce lieu ressource, dans cette safe place, dans ce lieu agréable, eh bien, des sensations, des ressources, un état intérieur qui est apaisant et agréable. Et on peut assez facilement comprendre pour quelles raisons ça s'est surtout développé durant la période du Covid, puisque durant la période du Covid, il y avait le confinement, il y avait l'impression d'être comme prisonnier de son appartement, prisonnier de cette réalité anxiogène, et en utilisant le shifting et la possibilité de comme s'échapper de cette réalité, eh bien, ça donnait la possibilité de pouvoir vivre des moments d'exception où même si le corps physiquement restait comme prisonnier dans l'appartement, eh bien, l'esprit pouvait s'échapper et aller trouver dans ce lieu un moment de sécurité, de confort, de bien-être, de confiance. Tout ce dont on peut avoir besoin quand on est confiné. Donc voilà comment cela fonctionne. À l'aide du schéma que vous voyez apparaître maintenant à l'écran, je décris de manière assez simplifiée, très simplifiée, le fonctionnement du cerveau. Et on peut constater que le cerveau est composé de 3 grandes parties. Il y a ce qu'on appelle le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le cortex. Ce modèle du cerveau qu'on appelle le modèle du cerveau trisunique, il est remis en question au niveau de la neurologie, donc la question n'est pas de savoir si c'est absolument juste d'un point de vue neurologique, c'est davantage pour expliquer le processus de fonctionnement de notre cerveau. Sur cette image, on voit un œil, un nez, une oreille, une bouche et une colonne vertébrale. Cela représente nos 5 sens. La vue pour les yeux, l'ouïe pour l'oreille, l'odorat pour le nez, le goût pour la bouche et la colonne vertébrale qui représente le toucher. Donc nos 5 sens. Nos 5 sens sont comme 5 canaux qui acheminent constamment de l'information à notre cerveau. Ces informations entrent d'abord dans le cerveau reptilien, ils sont traités par le cerveau reptilien, ensuite ces informations continuent leur chemin, leur voyage à travers le cerveau, ils passent à travers le cerveau limbique. À l'intérieur du cerveau limbique, il y a une zone extrêmement importante qu'on appelle l'amygdale, et cette amygdale, elle est importante parce que c'est elle qui génère la peur et ses déclinaisons, l'anxiété, l'angoisse, la panique. Donc l'amygdale, elle a la mission d'analyser les informations qui proviennent à partir des 5 sens, d'évaluer de leur potentiel danger, et s'il y a un potentiel danger associé à ces informations, eh bien l'amygdale va automatiquement déclencher la peur, ou l'anxiété, ou l'angoisse, ou la panique. Et ensuite, ces informations, elles continuent leur voyage et leur chemin jusque dans le cortex. Et c'est seulement lorsqu'elles arrivent dans le cortex que nous pouvons dire que nous avons conscience. Nous avons conscience de ce que nous voyons, nous avons conscience de ce que nous entendons avec nos oreilles, de ce que nous sentons avec notre nez, de ce que nous goûtons avec notre bouche, de ce que nous ressentons à travers le corps. Naturellement, lorsque ces informations nous parviennent, eh bien, elles vont engendrer des pensées. Comme d'ailleurs, ces pensées, elles peuvent exister sans même être stimulées par nos 5 sens. On pourrait, d'une façon assez simplifiée, dire que notre cerveau est une machine à penser, c'est une usine à penser. Notre cerveau, naturellement, à chaque instant,
produit des centaines, pour ne pas dire des milliers de pensées. Constamment, notre cerveau est actif et cette activité neuronale, eh bien, va générer des pensées. Et ces pensées, elles vont réentrer dans le circuit comme si elles venaient de l'extérieur. C'est les lignes vertes qu'on voit sur ce schéma qui représentent ce qu'on appelle en neurologie la boucle de feedback ou la boucle de rétroaction. Donc ce que j'imagine dans mon esprit, par des pensées, eh bien ça va réentrer dans le cerveau un petit peu comme si je le voyais réellement, ou comme si je l'entendais réellement. Donc si maintenant, on va dire que je m'amuse à utiliser mes pensées et qu'avec mes pensées, je m'amuse à imaginer un lieu agréable, je me pose la question, qu'est-ce que je vois dans ce lieu agréable ? Et puis, en me posant la question, qu'est-ce que je vois dans ce lieu agréable ? Eh bien, je commence à me dessiner un décor dans ma tête, avec un soleil, un ciel bleu, je vois la mer, je vois une plage. Alors là, je vous parle de moi, bien évidemment, ça peut prendre une forme complètement différente, mais je vais commencer à me construire dans mon esprit, par le jeu de ma pensée, une représentation d'un lieu qui est pour moi synonyme de confort, de calme, de relaxation, de bien-être, de plaisir. Et quand je m'imagine ce lieu, eh bien, toutes les images que je m'imagine, mais je ne vais pas m'imaginer que les images, je vais également me poser des questions à propos de qu'est-ce que je peux entendre dans ce lieu, quels sont les sons que mes oreilles peuvent entendre, quelles sont les odeurs que mon nez peut ressentir, éventuellement, quels sont les goûts que ma bouche peut goûter, quelles sont les sensations que je peux ressentir. S'il y a du soleil dans le ciel, je peux me poser la question comment je ressens la chaleur des rayons du soleil. Est-ce qu'il y a une brise ? La petite brise, je ne la vois pas nécessairement avec mes yeux, il n'est pas nécessaire que je l'entende avec mes oreilles. En revanche, je peux la ressentir sur la peau de mon visage ou je peux la ressentir sur une autre partie de mon corps. Donc en me questionnant, en me posant plein de questions à propos de ce lieu réel ou imaginaire, en me questionnant à propos de ce lieu réel ou imaginaire, eh bien, je vais produire des pensées dans mon cerveau. Et ces pensées, elles vont réentrer dans le circuit neurologique comme si c'était la réalité. Et c'est là que l'imaginaire devient important. C'est là que l'état de conscience modifié devient important, car si je m'imagine tout cela en étant dans un état de conscience modifié, eh bien, mon cerveau va encore plus puissamment reproduire dans mon corps les effets de ce que j'imagine. Et donc si je suis dans un état de conscience modifié, que je décrirai tout à l'heure, comment y entrer, si je suis dans un état de conscience modifié, et qu'en étant dans cet état de conscience modifié, je m'imagine complètement un lieu de bien-être, un lieu de sécurité, un lieu de détente, un lieu de confort, et que je prends le temps, je m'offre ce temps, 10 minutes, un quart d'heure, peut-être même 20 minutes, pour imaginer le plus complètement possible être dans ce lieu, eh bien, au bout de quelques minutes, je vais ressentir dans mon corps, ici, maintenant, les sensations qui sont associées dans ce lieu. Même si, bien évidemment, mon corps, lui, n'a pas quitté cette réalité. Je suis là, assis devant la caméra, sur cette chaise. Si maintenant je pratique le shifting et puis j'entre en état de conscience modifié et j'imagine ce lieu de bien-être, de confort, de détente, de plaisir, eh bien, mon corps, lui, il reste là sur cette chaise. C'est que mon esprit qui s'échappe et qui va dans ce lieu. Et mon esprit, en s'échappant, va générer dans mon corps qui reste là un état de bien-être. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on utilise cela en analgésie ou en gestion de la douleur dans le milieu médical, parce que le corps, il est là, et le fait de comme quitter cette réalité et aller avec son esprit dans un autre endroit, eh bien, ça permet de produire d'autres sensations dans le corps, des sensations de confort et de bien-être. Et par compensation, bien tout naturellement, de diminuer la perception de l'intensité du signal douloureux lorsqu'on fait de l'analgésie ou de la gestion de la douleur. Donc, voilà comment ça fonctionne. 1. La nécessité d'être dans un état de conscience modifié pour que l'imaginaire produise de manière beaucoup plus efficace ce qu'on imagine. Et puis, une fois que je suis dans l'état de conscience modifié, eh bien, ça me permet de pouvoir ressentir des sensations dans mon corps, ici, maintenant, dans le présent, alors que mon esprit, lui, s'est comme échappé
et est allé vivre une expérience de bien-être ou de confort ou de sécurité ou de plaisir dans un autre contexte qui n'est créé que par mon imaginaire. Donc voilà comment ça fonctionne. À quoi ça sert? Eh bien, j'ai déjà en partie répondu à cette question puisque à plusieurs reprises j'ai évoqué la notion de bien-être, de confort, de détente, de plaisir. Donc utiliser le shifting et le lieu ressource ou la safe place, c'est un excellent moyen pour se détendre, pour prendre soin de soi, pour s'offrir une forme de parenthèse dans notre quotidien de manière à pouvoir se ressourcer. Ce qui est utile à un niveau biologique, c'est que quand vous vivez cela, eh bien, vous allez diminuer le taux de stress dans votre esprit, votre cerveau et votre corps. Et en diminuant le niveau de stress, eh bien, vous allez diminuer le taux de cortisol dans votre corps. Et le cortisol, c'est une sorte de super booster qui va nous donner d'énergie pour être efficace. Et quand ce niveau de cortisol, il est trop haut, trop longtemps, eh bien, ça va d'abord générer de l'inflammation, ça va avoir tendance à dérégler le bon fonctionnement de notre corps, et ça va amener notre esprit, notre cerveau et notre corps à aller vers un phénomène d'épuisement. Le burn-out, le syndrome d'épuisement professionnel, est une conséquence, le plus souvent, d'un taux de cortisol beaucoup trop haut, trop longtemps dans le corps. Donc le simple fait de s'installer, j'expliquerai tout à l'heure comment s'installer, le simple fait de s'installer, d'entrer dans l'état de conscience modifié, ou dans l'état hypnotique, ou dans l'état de transe, peu importe le terme que vous utilisez, et en étant dans cet état de conscience modifié, d'imaginer un lieu de bien-être et de pouvoir, comme vous y réfugier pendant quelques minutes, eh bien, cela va avoir des effets tout à fait bénéfiques sur votre système endocrinien, donc le système qui gère vos hormones, le cortisol étant une hormone. Donc ça va calmer votre système nerveux, ça va également stimuler votre nerf vague, qui est le nerf qui a besoin d'être stimulé pour que votre corps puisse se ressourcer, se régénérer. Donc ça n'a que des effets bénéfiques. Mais ça ne sert pas qu'à cela. On peut très bien utiliser le même phénomène, le même mécanisme, donc l'imaginaire, mais au lieu de s'imaginer uniquement un lieu de bien-être, de calme ou de confort, on peut utiliser le même phénomène pour s'imaginer dans un contexte particulier où on souhaite développer une certaine compétence particulière. Par exemple, je peux très bien utiliser le même phénomène pour m'imaginer un entretien d'embauche. Imaginons, je cherche un emploi, je dois me préparer pour un entretien d'embauche, je suis stressé, j'ai peur de bafouiller, j'ai envie de m'entraîner, j'ai envie de faire comme une sorte d'entraînement mental, de manière à pouvoir me préparer au mieux à cet entretien d'embauche. Eh bien, un des moyens de me préparer à cet entretien d'embauche, c'est de m'installer chez moi tranquillement, d'entrer dans l'état de conscience modifié et de m'imaginer en train d'avoir cet entretien d'embauche, de vivre cet entretien d'embauche, d'imaginer la sensation de confiance que je peux ressentir, de pouvoir m'imaginer comment je vais réagir face aux questions qui peuvent me déstabiliser ou me surprendre, de pouvoir même m'imaginer en train de marcher ou la posture que j'ai sur la chaise, de vraiment chercher à imaginer comment je vais utiliser toutes mes ressources personnelles de manière à pouvoir vivre cet entretien d'embauche en ayant pleinement accès à toutes mes capacités. Bien évidemment, je ne contrôle pas l'environnement, ça c'est important de s'en souvenir. Dans un entretien d'embauche, je ne contrôle pas ou je ne maîtrise pas, je ne peux pas imaginer ce que la personne va me dire ou va me poser comme question. Je ne contrôle pas l'environnement dans lequel ça va se dérouler. Je ne maîtrise pas ou je ne contrôle pas les éventuelles surprises ou inattendus qu'il peut y avoir durant cet entretien. Donc l'environnement, je ne le contrôle pas. Et c'est un point important. Si on fait ce genre de technique pour se préparer, par exemple, à un entretien d'embauche, il est important de se concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle personnel. Sinon, c'est le meilleur moyen d'aller à l'échec. Donc d'imaginer l'entretien d'embauche, mais surtout de m'imaginer moi-même dans cet entretien d'embauche.
d'imaginer le ton de ma voix, d'imaginer le volume de ma voix, d'imaginer comment je suis installé, d'imaginer comment je peux ressentir une certaine stabilité, une certaine confiance en moi, voilà, d'imaginer comment, moi, à l'intérieur, je vais vivre cet entretien, tout en gardant à l'esprit que l'extérieur est complètement incontrôlable et imprévisible, et que même si je m'imagine ce que je m'imagine, la réalité ne sera pas celle-là. Elle sera différente de ce que je vais m'imaginer. Et l'enjeu n'est pas de pouvoir anticiper ou de contrôler le futur. L'enjeu est de pouvoir développer les ressources intérieures qui vont me permettre de mieux me préparer à cet entretien d'embauche. J'ai donné l'exemple de l'entretien d'embauche, j'aurais très bien pu prendre l'exemple d'un sportif qui va visualiser le geste parfait. Dans l'entraînement mental des sportifs, la visualisation, c'est une des techniques de base. Je m'imagine, je me vois faire le geste parfait. Que ce soit à ski ou que ce soit en tennis, n'importe quel sport, on peut utiliser le principe de la visualisation pour entraîner notre cerveau à déjà vivre l'expérience. Et ce qui est formidable, c'est quand on entraîne notre cerveau à déjà vivre l'expérience, eh bien notre cerveau, il est déjà comme conditionné, entraîné. Ce qu'on imagine va se produire dans notre corps. Je me souviens d'une anecdote, il y a une bonne quinzaine d'années, j'étais en consultation et je reçois un monsieur qui me raconte son histoire, et dans l'histoire qu'il avait vécue, il y avait eu un grave accident de voiture. Et ce grave accident de voiture avait eu pour conséquence de détruire passablement ses hanches, son bassin, et donc la chirurgie avait dû recoller les morceaux, poser des plaques, etc. Donc il y avait eu une grosse chirurgie de reconstruction des os de son bassin et de ses hanches, et puis il était dans l'obligation de rester complètement immobile pendant plusieurs semaines, de manière à ce que les os aient le temps de se recoller et que les mouvements ne mettent pas en péril le processus de guérison. Et lorsqu'il était hospitalisé, le chirurgien lui avait expliqué de s'imaginer bouger les jambes, surtout de ne pas les bouger, parce que s'il les bougeait réellement, il y avait le risque de mettre en péril ce que l'opération avait permis de réparer, de recoller, mais en même temps que les jambes restaient immobiles, de se l'imaginer dans sa tête. Parce que le chirurgien lui a expliqué que quand il l'imagine dans sa tête, eh bien, son cerveau envoie par les nerfs des influx électriques jusqu'à ses muscles. Des influx électriques suffisamment faibles pour que les muscles ne soulèvent pas ou ne bougent pas la jambe, et en même temps, des influx électriques envoyés par les nerfs qui permettent aux muscles de garder une certaine stimulation. Parce que le grand problème quand on est immobilisé pendant de longs jours, voire de longues semaines, c'est qu'on perd très vite de la masse musculaire. Et il faudra ensuite retrouver, recréer, réentraîner cette masse musculaire pour la retrouver telle qu'elle était avant l'immobilisation. Donc c'était un moyen que le chirurgien lui avait donné pour entretenir un minimum sa masse musculaire alors que physiquement il était complètement immobile. Donc notre cerveau, par son imaginaire, a une formidable capacité à pouvoir créer dans le corps ce qu'on imagine. Donc ça, c'est le deuxième grand bénéfice de ces techniques utilisées dans le shifting, c'est d'une part le lieu ressource ou la safe place pour retrouver un état de calme, de bien-être, pour se détendre, pour se ressourcer, pour s'offrir comme une parenthèse dans le monde parfois un peu anxiogène ou trépidant dans lequel on vit. Et puis l'autre grand bénéfice, c'est de pouvoir comme entraîner des capacités. Moi, je sais qu'il y a des musiciens, par exemple, qui ont accéléré leur processus d'apprentissage d'un instrument de musique en imaginant faire les mouvements. Ils imaginaient les notes ou les gammes dans leur tête, et puis ils s'imaginaient les jouer avec leur corps, et juste en se l'imaginant, tout en étant bien évidemment dans l'état de conscience modifié, l'état hypnotique, la transe, tout en étant dans cet état, eh bien, leur corps entraînait le mouvement parfait sans avoir besoin de jouer. Ce qui est particulièrement utile, par exemple, lorsqu'on est batteur ou saxophoniste comme moi, et puis qu'on ne peut pas jouer à 22h ou 23h ou tôt le matin. On a la possibilité de s'entraîner sans jouer en utilisant le pouvoir de l'imaginaire. Maintenant, comment pratiquer ? La première chose importante, c'est de définir un objectif, une intention bien précise
à la pratique. Si je rentre dans l'état de conscience modifié, si je rentre dans cet état, on va dire, de détente, même si ce n'est absolument pas de la détente, c'est vraiment un état de conscience modifié, si je rentre dans cet état de conscience modifié sans avoir une intention claire, sans avoir un but clair dans ma pratique, eh bien, je risque d'aller un petit peu dans tous les sens. Et ce n'est pas nécessairement très bénéfique ou utile parce que ça sera plus difficile de recalibrer ou de refocaliser l'expérience lorsque je serai dans l'état de conscience modifié. Donc, première étape pour bien pratiquer, c'est 1. Définir une intention. Est-ce que je veux me relaxer, me détendre, m'offrir une forme de petite bulle, une parenthèse de bien-être dans ma journée ou dans mon quotidien? Si c'est mon intention, alors je vais utiliser la safe place, le lieu ressource, le lieu imaginaire de confort et de bien-être. Et je peux même déjà commencer à l'imaginer un tout petit peu. Il n'y a pas besoin de l'imaginer dans sa totalité, l'imaginer un tout petit peu avant d'entrer dans l'état hypnotique. Si mon objectif, c'est de développer une compétence, une capacité, une confiance, eh bien, je vais d'abord définir à quoi je vais penser, qu'est-ce que je vais imaginer lorsque je serai dans cet état de conscience modifié. Donc ça, c'est la première étape, définir l'objectif ou l'intention de ma pratique. Une fois que j'ai défini l'intention de ma pratique, deuxième étape, ça sera d'entrer dans l'état de conscience modifié. Pour entrer dans l'état de conscience modifié, il y a globalement 2 grandes techniques. Il y a la technique qu'on appelle la technique de la focalisation, c'est-à-dire de fixer notre attention sur une seule chose et de comme réduire notre attention en focalisant de plus en plus notre attention sur un seul élément. Ça pourrait être de fixer une bougie, par exemple, la flamme d'une bougie. Ça pourrait être de mettre une musique particulière, puis de focaliser mon attention auditive sur cette musique. Ça peut être de fixer ma main avec mes yeux, ça peut être de mettre toute mon attention dans mon pied gauche. L'idée étant de fixer mon attention sur un seul point et de tenir cette attention. Et le simple fait de focaliser mon attention pendant 3, 4, 5 minutes de façon très intense, eh bien ça va amener automatiquement mon cerveau à entrer dans un état de conscience modifié. La deuxième technique, c'est ce qu'on appelle la technique de la dispersion. Car bien évidemment, si j'ai une difficulté d'attention, si je peux souffrir plus ou moins intensément d'un déficit d'attention, il me sera extrêmement difficile, voire impossible, de pouvoir focaliser mon attention. Parce que mon déficit d'attention va me rendre impossible le fait de fixer, de focaliser mon attention sur un seul point. Bonne nouvelle, même si vous souffrez d'un déficit d'attention, cela est quand même possible pour vous. Vous allez simplement prendre la deuxième option. La deuxième option, c'est l'inverse, c'est d'essayer d'élargir un maximum votre champ d'attention, d'essayer de prendre conscience du plus de choses que vous pouvez voir, tout en prenant conscience du plus de choses que vous pouvez entendre, tout en prenant conscience du plus de choses que vous pouvez ressentir. Et vous laissez votre esprit partir dans tous les sens avec un but, une intention, c'est de constamment élargir, ouvrir, disperser votre champ d'attention. Et de la même manière que la focalisation, le fait de disperser votre attention, eh bien, ça vous permettra d'entrer dans cet état de conscience modifié. Donc, il y a beaucoup de personnes qui croient que pour pouvoir entrer dans un état de conscience modifié, il faut faire le vide dans sa tête. C'est un mythe. Je peux avoir plein de pensées dans ma tête, je peux chercher constamment à essayer d'explorer tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je ressens, et d'être très actif dans mon cerveau, je vais entrer dans l'état de conscience modifié. Comme il y a d'autres personnes qui croient absolument qu'il faut fermer les yeux pour entrer dans un état de conscience modifié. Là encore une fois, c'est un mythe. Cela peut aider. Et si cela ne vous aide pas, gardez les yeux ouverts et fixez un seul point. Ou au contraire, ouvrez votre champ d'attention visuelle pour essayer de voir un maximum tout ce qu'il est possible de voir dans votre champ visuel. Aucune obligation à fermer les yeux. J'entends souvent des personnes qui croient ou qui pensent que pour entrer dans l'état de conscience modifié, il faut obligatoirement se relaxer, se détendre avant d'y entrer. Non! On y entre pour se détendre. On ne doit pas se détendre pour y entrer. On va entrer dans cet état.
rejoindre ce lieu de bien-être, et c'est le lieu ressource, c'est la safe place, c'est le lieu de détente et de bien-être qui va produire la relaxation. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Si j'essaye de me détendre alors que je fais du shifting ou je pratique l'état de conscience modifié pour me détendre, eh bien, je mets l'objectif avant d'avoir eu le temps d'y aller. Non, vous pouvez entrer dans un état de conscience modifié de façon crispée, tendue, ça ne change rien. C'est au niveau mental que ça se joue, c'est dans votre cerveau. C'est soit de vous focaliser, soit de vous disperser votre attention. L'état de votre corps n'a rien à voir. Et heureusement, moi souvent je donne comme exemple, si une personne vient me voir en consultation pour des douleurs chroniques, et puis que cette personne, toutes les 5 minutes, elle a une douleur qui se manifeste dans son dos, par exemple, et que je lui dis « détendez-vous, détendez-vous, détendez-vous », ben elle ne va pas pouvoir se détendre parce qu'elle a trop mal. Et heureusement, il n'y a aucun besoin de se détendre pour entrer dans l'état de conscience modifié. Je peux entrer dans l'état de conscience modifié en étant crispé. Je peux entrer dans l'état de conscience modifié en ayant les yeux ouverts. Je peux entrer dans l'état de conscience modifié en ayant plein de pensées dans ma tête. Je peux entrer dans l'état de conscience modifié sans rien lâcher. Encore une fois, il n'y a pas de besoin de lâcher prise ou de quoi que ce soit. C'est juste d'utiliser votre attention. Soit de vous focaliser votre attention, soit de vous disperser votre attention. Et une fois que vous êtes dans cet état hypnotique, alors comment vous savez que vous êtes dans l'état hypnotique? Généralement, on le sait parce qu'on va, entre autres, observer certains signaux. Donc on reste conscient, hein, ce n'est pas un état d'inconscience. Je ne m'endors pas, ce n'est pas du sommeil. Je ne suis pas complètement ailleurs à ne plus avoir conscience de rien. Je reste conscient et je suis simplement dans un état de conscience modifié. Comment je le sais? Eh bien, je vais le savoir parce qu'il est possible que je ressente une modification dans la perception que j'ai de l'état de mon corps. Tout à coup, je peux ressentir mon corps plus lourd ou plus léger. C'est souvent l'un ou l'autre. Mais je peux ressentir mon corps plus lourd ou plus léger. Je peux avoir l'impression qu'il y a certaines parties de mon corps qui sont engourdies ou un peu endormies, comme au contraire, je peux avoir la perception, la sensation qu'il y a des parties de mon corps qui sont très vivantes, comme ça, avec plein de sensations, parfois des picotements. Moi, je rencontre très souvent des personnes qui me disent, lorsque je rentre dans l'état hypnotique, je sens comme des fourmillements dans ma tête. Donc il va y avoir comme ça une sorte de sensation qui peut se manifester. L'autre élément que je peux observer, dont je peux avoir conscience et qui me permet de savoir que je suis dans un état de conscience modifié, c'est la perte de la notion du temps. De ne plus vraiment savoir si j'ai commencé il y a 2 minutes, ou 5 minutes, ou 10 minutes, ou un quart d'heure. J'ai perdu la notion du temps. Ça, c'est une caractéristique très fréquente de l'état de conscience modifié. Bien évidemment, je peux aussi ressentir un relâchement. Ce n'est pas une obligation. Il est possible de ressentir comme une forme de relâchement. Et l'autre élément qui va être assez évident quand je pratique le shifting, donc le lieu ressource, ou la safe place, ou l'expérience ressource, quand je m'imagine vivre une expérience particulière où j'ai accès à des ressources particulières, eh bien, une des caractéristiques, c'est que quand je commence à l'imaginer, eh bien, je me rends compte que je peux y entrer de plus en plus complètement. Tout en gardant à l'esprit que l'état de conscience modifié n'est pas un état stable. S'il fallait le dessiner, c'est un état qui fait plutôt des hauts et des bas. Donc il y a des moments où je suis beaucoup plus dedans, il y a des moments où je peux en ressortir, et puis je y réentre, et puis je ressors. Là encore une fois, c'est tout à fait normal. Si vous avez l'impression de faire comme ça des vagues, où tout à coup vous entrez profondément dans l'expérience et vous êtes complètement dans votre lieu ressource, dans votre safe place, dans votre expérience ressource, puis il y a des moments où vous en ressortez, puis que vous y réentrez, puis que vous en ressortez, sachez que c'est tout à fait naturel et normal, et que c'est normal dans un état de conscience modifié. Quelles sont les précautions à prendre? La première précaution, je l'ai déjà citée tout à l'heure, c'est de définir une intention bien précise avant de commencer, de manière à donner comme une sorte de cap, de direction à votre esprit, et que votre esprit ne rentre pas dans l'état hypnotique sans savoir où aller. Parce que là, tout à coup, on peut aller dans des espaces qui ne sont pas toujours agréables ou confortables. Donc, on définit le cap, on définit l'intention, on définit la direction avant d'entrer dans l'état hypnotique. De cette manière-là, cette expérience ne pourra être que positive pour vous.
Et le deuxième élément à prendre en compte, je l'ai également cité tout à l'heure, quand vous entrez dans une expérience ressource, souvenez-vous que vous ne contrôlez pas l'environnement. Moi, j'entends parfois des personnes qui utilisent cette expérience en s'imaginant qu'elles contrôlent les réactions des autres, ou elles contrôlent le comportement des autres, ou elles contrôlent les paroles des autres. Et parce que le monde change, eh bien, elles le vivent mieux. Malheureusement, quand on fait du shifting, quand on fait de l'auto-hypnose, quand on fait de la méditation, on ne peut agir que sur soi-même. Donc si je commence à utiliser ce genre de technique pour imaginer les changements dans le monde extérieur, eh bien, je ne vais que souffrir davantage, parce que le temps de l'expérience hypnotique ou le temps du shifting, j'aurais imaginé que le monde était parfait, et puis quand je reviens dans la réalité, eh bien, le choc est encore plus brutal, parce que le monde n'a pas changé, et que je me suis imaginé qu'il allait changer, donc la confrontation, elle peut être vraiment douloureuse et violente. Donc, de garder à l'esprit que ce que vous imaginez, c'est sous votre contrôle, ça ne dépend que de vous. Quand vous êtes dans un lieu imaginaire, évidemment, vous imaginez le lieu, donc c'est pas un lieu dans lequel vous allez aller réellement, donc vous pouvez imaginer votre lieu idéal, votre environnement idéal, mais si vous utilisez le shifting pour vous préparer à des situations, pour vous entraîner en sport ou en musique, ou pour développer votre confiance dans des contextes particuliers, concentrez-vous uniquement sur vous. Le monde extérieur ne change pas. Et la troisième précaution importante à prendre, c'est que l'état de conscience modifié est un état naturel, et cet état de conscience modifié peut aussi être généré ou produit par ce qu'on appelle des psychotropes, que ce soit de l'alcool ou des drogues, quelles qu'elles soient, douces ou plus ou moins intenses. Dès le moment où vous prenez un psychotrope, eh bien, le psychotrope va agir sur votre cerveau et va engendrer une modification de votre état de conscience. Donc, votre état de conscience modifié, il n'est pas modifié parce que vous êtes entré dans l'état hypnotique, il est modifié parce que vous avez consommé, d'une manière ou d'une autre, un psychotrope. Évitez de combiner les deux. Je ne vous dis pas, même si ça serait bien évidemment plus sain pour vous, de diminuer, voire d'arrêter votre consommation d'un psychotrope. Ce que je vous dis, c'est ne mélangez pas les deux. Parce que de mélanger un état de conscience modifié généré par un psychotrope et un état de conscience modifié généré par une focalisation, une dispersion, comme je l'ai présenté tout à l'heure, et de les mélanger les deux, ça peut créer ce qu'on appelle classiquement dans le milieu un bad trip. C'est des états dans lesquels vous perdez une certaine forme de maîtrise, de contrôle. Et c'est important, quand on pratique le shifting, quand on pratique la méditation, quand on pratique l'auto-hypnose, c'est important de toujours garder une part de maîtrise, une part de contrôle. Et si vous combinez un état de conscience modifié généré par un psychotrope et un état de conscience modifié généré par vous-même, et que vous mélangez les deux, il y a plus de risques, beaucoup trop de risques, à ce que ça génère un état de conscience qui est complètement instable et qui peut vous emmener dans des expériences qui peuvent être douloureuses, voire traumatisantes. Donc on ne mélange pas les états de conscience modifiés. Voilà pour cette vidéo sur le shifting. J'espère que vous avez appris quelque chose. La prochaine, elle sera consacrée à l'induction hypnotique. Donc là, je vous l'ai présentée d'une manière, on va dire, superficielle. Dans la prochaine vidéo, on va approfondir l'induction, c'est-à-dire l'étape qui nous permet d'entrer dans l'état de conscience modifié. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de la sortie de la prochaine vidéo. De mettre un pouce, c'est toujours sympa. Un commentaire, il est le bienvenu. Et si vous formez à l'hypnose, à l'hypnothérapie vous intéresse, il y a le lien en description de mon institut de formation. C'est avec plaisir que je vous transmets encore bien plus de connaissances sur comment utiliser l'état de conscience modifié pour mieux vivre sa vie. Merci et à très bientôt.